Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. Bientôt le vote au Sénat d'une loi sur le statut des anciens présidents de la République élus. La commission spéciale a présenté ce jeudi le rapport relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi y relative. Promouvoir la culture de la paix et le développement durable à travers l'accès à l'information, c'est le thème de la journée internationale de l'accès à l'information commémorée ce jeudi 28 septembre. Invité du journal Jean-Michel Ouamungu, il est communicateur au sein du parti UDA, l'Union démocrate africaine originelle. Mesdames et messieurs, voilà tout pour l'essentiel des titres. Les détails à présent. D'abord, cette nouvelle, un calme précaire règne à Uvira au sud Kivu après des violents affrontements entre les militaires FARDC et les miliciens Mai Yakutumba. Des sources locales indiquent que la situation est encore tendue au port de Kivovo et Kalundu où sont visibles en grand nombre les FARDC et les contingents de la MONUSCO. D'après un habitant d'Uvira, la population commence à sortir des maisons en début d'après-midi, mais la psychose régnait encore de suite des détonations sporadiques dans les collines, je vous l'ai dit, supplément la ville d'Uvira. La population semble être rassurée par les opérations menées par la coalition FARDC-MONUSCO. La situation était alarmante ce matin. Les habitants étaient restés terrés chez eux. La MONUSCO a appelé les responsables des groupes armés à cesser toute attaque contre la population civile. Direction la Chambre haute du Parlement, présentation ce jeudi du rapport de la commission spéciale relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. L'initiative du sénateur Modeste Mutinga vise à garantir les meilleures conditions de vie post-présidentielle au-delà de leur statut de sénateur à vie après leur mandat légal. Les détails avec Félix Ilunga et Eric Kalambay. Conformément à l'article 104 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Mais les élus des élus jugent ces statuts incomplets, d'où l'intérêt de la loi sous examen. Un ancien président de la République élu au suffrage universel direct, qui a eu les charges qui sont celles du président de la République, ne peut avoir pour statut que celui exclusif de sénateur à vie. Ce statut est incomplet. La proposition de loi est donc appelée à compléter ce statut. Et rien dans la Constitution de la République, rien dans aucune loi de la République ne fait obstacle à cela. Que renferme alors cette proposition de loi qui a duré près de 2 ans à la Chambre haute? Il doit lui être assuré la sécurité personnelle, la sécurité de sa famille, la sécurité de son patrimoine. C'est une haute personnalité qui aura sacrifié sa vie, ses efforts pour la marche du pays. Il ne serait que justice qu'on puisse lui assurer de meilleures conditions de vie après son mandat légal. La loi le protège sur le plan juridique parce que tout ce qui est de droit commun pendant l'exercice ou après l'exercice, il y a les privilèges de juridiction qui sont établis par la Constitution et il sera soumis à cela. Sauf qu'en ce qui concerne les crimes qui ont trait au statut de Rome. Après débat, la proposition de loi portant statut des anciens présidents élus a été renvoyée à la commission spéciale du Sénat pour intégrer les amendements dans 48 heures. Puis, la loi devra être examinée et adoptée article par article avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale en seconde lecture.
À 3 mois de la fin de l'année pour l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre, l'Organisation internationale de la francophonie rappelle l'urgence de publier un calendrier électoral par la CENI. La secrétaire générale de l'OIF déplore la dégradation continuelle de la situation sécuritaire et humanitaire qui contribue à aggraver de manière significative le blocage politique en RDC. Selon Michael Jean, la publication du calendrier électoral constituerait une étape essentielle pour l'apaisement du climat politique en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la secrétaire générale de la francophonie se dit fortement préoccupée par les violences et les agissements graves dont font l'objet le rapport annuel de la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo présenté par le Conseil de droits de l'homme de l'ONU. Michael Jean dit renouveler la détermination de la francophonie à prendre toute sa part dans la mise en œuvre d'actions concurrentes à la consolidation de la paix, de l'état de droit et de la démocratie au Congo-Kinshasa. Dans un autre chapitre, célébration ce jeudi de la Journée internationale de l'accès à l'information, l'objectif pour l'UNESCO consiste à promouvoir l'accès universel à l'information pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La journée était placée sous le thème « Promouvoir la culture de la paix et le développement durable à travers l'accès à l'information ». Suivez ce récit d'Élisée Monfou et les images d'Éric Ndongala. À l'heure de la mondialisation, l'accès à l'information est indispensable pour bâtir une société forte. Cela implique, de la part du gouvernement et ses partenaires, d'élaborer des contenus pertinents, locaux et multilingues, pouvant permettre aux femmes et aux hommes de comprendre et de participer à la création et au partage des connaissances dans la société. Des mécanismes de mise en œuvre efficaces et une culture de la transparence sont donc nécessaires au sein de toutes les institutions, quelles qu'elles soient. En outre, les citoyens doivent être dotés des compétences nécessaires en matière de réflexion critique, d'alphabétisation et de maîtrise du numérique. Les médias qui jouent un rôle capital dans le partage de l'information doivent jouir de la liberté d'expression. Le journaliste, pourvoyeur attitré des informations et partenaire incontournable, il lui appartient de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, certes, mais aussi d'apporter sa part dans la recherche des réponses aux défis collectifs de notre communauté. Occasion pour l'UNESCO d'inviter le gouvernement et ses partenaires à mettre à profit le potentiel des technologies de l'information et de la communication pour contribuer à atteindre l'objectif du développement durable 4 et relatif à l'éducation équitable, inclusive et de qualité. En santé, la division de la planification familiale du Programme national de la santé et de la reproduction a procédé à la sensibilisation de la population sur la nécessité d'utiliser les méthodes contraceptives afin d'éviter les grossesses non désirées. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la contraception commémorée le 26 septembre. Jefté Tsoleni et Jires Chimanga pour le reportage. Partie de l'INPS sur le boulevard Triomphal, la journée de ce jeudi 28 septembre a été une journée de sensibilisation sur les différentes méthodes contraceptives. La délégation conduite par la division des planifications familiales a successivement visité quelques sites. À Kitambo Magasin par exemple, quelques gammes contraceptives ont été distribuées gratuitement. Ensuite, les sensibilisateurs ont pris la route de Lemba Terminus avant de se rendre dans la commune de Kimbanseke et plus précisément à Pascal et à Kingasani. Le message véhiculé à cette occasion était essentiellement axé sur les stratégies à mettre en place pour réduire sensiblement le taux de grossesse indésirable. Le point de chute de ce long périple a été la place des artistes dans la commune de Kalamou. Sur place, préservatifs et autres dépliés ont été distribués gratuitement à la population. Pour rappel, c'est la 3e fois que la RDC commémore officiellement la Journée mondiale de la contraception.
Un reportage de Jefté Tsoleni, mais rendu par Ange Makadi. Poursuivons ce journal avec la page santé toujours. Le rapport des objectifs de développement durable a connu une amélioration de la santé maternelle dans le monde. Entre 1990 et 2013, le taux de mortalité a diminué de 45%. Le recours à la contraception y est pour beaucoup. Commentaire Ange Makadi. L'utilisation des méthodes contraceptives a sensiblement contribué à la baisse du taux de grossesse non désirée, d'avortements dangereux et de décès maternels. Rapport 2015 des objectifs du millénaire pour le développement. Depuis 1990, le taux de mortalité maternelle a diminué de 45% dans le monde. Le point culminant intervenant dans les années 2000 selon l'OMS. Malgré ces progrès, des centaines de femmes meurent chaque jour des suites d'hémorragie. D'autres complications sont les infections, l'hypertension au cours de la grossesse ou un avortement clandestin. Des interventions médicales sont donc exigées pour empêcher ou traiter ces complications telles que les soins prénatals, la présence d'un personnel qualifié lors d'un accouchement ainsi que des soins et les suivis lors de semaines d'accouchement. L'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 4 consultations prénatales durant la grossesse pour le bien-être des femmes enceintes. En République démocratique du Congo, des politiques efficaces manquent pour l'amélioration de la santé maternelle et de l'accès aux soins de santé sexuelle. Clin d'œil dans ce journal aux personnes vivant avec l'albinisme. Elles sont victimes de discrimination et d'exclusion au sein de la société. Le président de l'ASBEL, Fièrement Ndundu, relève dans une entrevue les défis auxquels cette catégorie de la population fait face. Yann Mambo demande au gouvernement congolais de prendre en compte l'éducation des enfants albinos. Il s'est entretenu avec Jenny Kilele Kabongo. Suivez. Le travail se fait à deux niveaux, c'est-à-dire que la vie n'a jamais été une route à sens unique. Donc ça dépend de l'albinos et du non-albinos qui est à ses côtés, parce que l'albinos ne vient pas de l'albinos, mais du non-albinos. Donc c'est au non-albinos de prendre ses responsabilités et de lui créer un environnement propice à son épanouissement. Oui, c'est bien beau de créer un environnement propice. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être un changement de mentalité pour mieux les intégrer dans la société? Je pense que le changement de mentalité commence par une personne. Quand une personne commence, l'autre emboîte les pas. On ne peut jamais changer la mentalité de tout un pays en même temps. Mais il faudrait que c'est comme John Kennedy disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais avouons quand même que nous avons fait un grand travail depuis 2015, quand on a lancé le concept offre au Ndundu le plus proche de toi un câlin, faites un selfie et ensemble dites plus de couleurs. Ça a créé un grand changement, ça a permis de pouvoir changer une grande partie de l'aperçu que les gens ont des albinos. Je pense que ça fait partie des changements de mentalité que vous cherchez. Cette campagne plus de couleurs Fièrement Ndundu. Quand on a lancé ce concept, aujourd'hui, avoir un Ndundu comme ami est devenu une mode, comme avoir un iPhone, comme avoir un slim, comme avoir un bon parfum. C'est devenu une mode aujourd'hui. À la suite du journal avec Kelly Yoka, mon complice de tous les jeudis. En sport, alors qu'on l'a lancé, parmi les 15 anciens de l'SV Club, Tagui Ageti Etekiama a signé un contrat de 2 saisons avec le Daring Club Motema Pembe. La nouvelle est tombée hier comme un coup près. Jérôme Tangou, conseiller de l'administration au sein de DCMP, a présenté le contrat signé avec les Dauphins Noirs de la capitale. Le montant de ce transfert n'a pas été révélé. Un commentaire de Paul Kazozo. Le club peut repartir avec Gonda. Belle ouverture pour Etekiama. Voilà le but qui arrive. Son identité, Tagui Ageti Etekiama. Son poste de prédilection avant-centre, l'équipe de taille moyenne. Pas assez technique, son grand atout, son emplacement, son positionnement sur l'aire des jeux. Sa grande qualité, son sens élevé des buts, du pied ou de la tête, inscrit partout il est passé. Dans Union Bilomé de Bukavu, Kabasha de Goma, au Rwanda ou à Lupopo. Dans 20 clubs, c'est le summum. Toute une crielle de signature, les toutes dernières contre l'FC Renaissance du Congo.
Avec ses 15 réalisations, Etekama, troisième meilleur artificier de la saison dernière à la Lina Foot, derrière Riki Toulengi du DSMP et Ben Malango de Mazembe, tous les deux crédités chacun des 18 buts. En Afrique, à la Ligue des Champions, le dernier but de Tekama pour le club, vainqueur de Saint-Georges de l'Éthiopie par 2-1. Et Tekama, du coup, meilleur buteur de V-Club en 46 ans depuis la première participation de V-Club en Afrique depuis 1971. Avec ses 15 buts, il bat les records de signatures détenues par Feu Boputa Kabokina, décédé accidentellement en 1982. La vie, toujours un éternel recommencement comme on dit. Absent le lundi à la reprise des activités de V-Club, c'est peut-être l'explication. Voilà Etekama qui change d'air. Adulé par le moscovite pour ses buts, le voilà qui bondit chez les voisins en vert et blanc. Désormais, chez les voisins en vert et blanc, contre qui Etekama n'a eu à marquer qu'un seul but. Dans des rings, Etekama y est pour un bail de 2 ans et rejoint ainsi ses deux anciens coéquipiers, Serbi Alongo Ndombe et Junior Baometo Moke, quelque peu boudé par le Tupamaros. Avant ce cas, il y a eu également celui de Francis Kazadi, après un transit passager au FC Renaissance du Congo. Pour le transfert dans le sens des rings vers club, le dernier cas d'espèce est celui de Yannick Bangala. Point, c'est tout. Sport encore, la première édition du tournoi international de lutte de l'Afrique centrale aura bel et bien lieu à Kinshasa. Confirmation du président de la Fédération congolaise des luttes et associations. Ce matin, Léon Villa indique qu'il ne reste que quelques réglages liés au vol. Junior Bompema et Serge Mitelesi. Plus que quelques jours avant le démarrage du premier tournoi international des luttes de l'Afrique centrale. Du côté de la Fédération congolaise des luttes associées, c'est une sérénité hors norme qui règne en attendant les réglages de quelques soucis mineurs. C'est confirmé parce qu'il y a déjà des délégations qui sont déjà là, mais nous avons un petit problème, c'est par rapport au programme de vol. Si peut-être avec le ministère nous pouvons aménager le programme, peut-être la compétition peut avoir lieu le dimanche. Mais jusque-là, se maintenir le 30. Plusieurs pays ont déjà confirmé leur participation à cette messe internationale de lutte. Certains ont même foulé le sol congolais. Il y a Brazzaville, il y a l'Angola qui est déjà à la frontière, il y a Cameroun tel que je vous ai dit, qui a confirmé, il y a Côte d'Ivoire qui a aussi confirmé, il y a Centrafrique. C'est à peu près ces pays que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a 5 pays qui vont participer. La RDC, pays organisateurs, entend prendre la part du lion en termes de médailles. Nos ambitions, c'est... D'ailleurs, on est déjà habitués, nous allons gagner. Il s'est donc de rappeler que l'expert de la Fédération internationale des luttes associées séjourne déjà à Kinshasa en vue du renforcement des capacités des cadres techniques congolais par rapport à ce tournoi. Et aujourd'hui, l'équipe mobile de la sécurité du Stade des Martyrs, en collaboration avec la police nationale congolaise, a mis la main sur un vendeur des stupéfiants dans les installations de ce complexe Omnisport. C'était au cours d'une séance d'entraînement du Daring Club Motema Pembe. La police l'accuse de s'aimer la terreur au stade après s'être drogué. Un détail de Junior Bompema et Serge Mitelesi. Le Stade des Martyrs est un cadre pour la promotion et la pratique sportive, mais nullement pour la vente ou la consommation du chanvre ou quelque chose de la même nature. Le cas de ces jeunes qui se réclament DSMP, très heureux de l'arrivée des Tekema au DSMP, est pris dans le mail des filets de l'équipe de sécurité du Stade des Martyrs. Na match à Bayern, na telle illumination formation numérique qui Tekema fois a travaillé. Pour le moment, il m'a signé, il m'a 2 ans. Il pour notre travail, il a eu quand on a baninga, bakota stade, na lukina kota pour na basoye Tekema en sala. Mais tellement bakonzi bakutenga babi ke bapekisa ke banwa ete kama ba stade nde mokonzi opesha tunenga iso na yo pour na otekango nde na lobeke na otekango te. Na ka ko se passer na ndenge bapekisi bapekisa biloko wana eza mabe yango na senga bolimbisi balimbisa ngai na ofele
nasengi bolimbisi vraiment pardon na président limbisa ngai vraiment na otika kobanda esu makambo mokoma ote na stade des Martyrs. Le service du stade des Martyrs à la quête d'assainissement du milieu ambiant de cet espace a joué au muet et préfère placer les actes loin de tout verbiage inutile. Je le disais dans les titres, invité du journal Jean-Michel Pépé Yamungu. Il est communicateur et porte-parole de l'UDAO, Union démocratique africaine originelle. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir madame. Vous êtes communicateur de l'UDAO, Union démocratique originelle, un parti cher à André Claudel Lubaya. Si André Claudel Lubaya a voulu ressusciter le parti de son cher père, Guillaume Lubala, pourquoi la touche originelle? Parce que, comme le nom l'indique, l'UDAO originelle tire ses racines de la lutte déjà donc, du parti cher à Guillaume André Lubaya, le père de Claudel Lubaya. Et originelle parce que c'est de la lutte et de tout le sang qu'ils ont versé, non seulement lui, mais des martyrs de l'indépendance, notamment Kimbangu, Lugumba et tout le reste, que ce parti réellement tire ses origines et toute sa force. Et c'est comme ça qu'on parle d'originel, parce que ce sont ces personnes qui sont à l'origine réellement du parti de l'UDAO originel. Voilà, et le parti existe depuis combien de temps? Depuis 2013. Depuis 2013, donc ça veut dire que depuis 2013. C'est un jeune parti politique. Alors, quelle est la santé du parti aujourd'hui? Non, la santé du parti et le pays, le parti est à son beau fixe. De plus en plus, on a pris corps, non seulement sur le plan national, donc ville, province de Kinshasa, dans les provinces. Et aujourd'hui, très récemment, on est à l'étranger, donc on est à Paris, on a installé une représentation à Paris, donc le parti va très bien. Le parti va très bien, vous le dites, mais il y a 1 ou 2 semaines, si je ne me trompe pas, on a enregistré le départ du secrétaire général Martin Mukonkole. Et vous dites que le parti se porte bien? Si on enregistre le départ déjà? Non, je pense que chacun de nous a sa vision. Et M. Martin Mukonkole, que tout le monde respecte, que tout le monde connaît, a sa vision, ses convictions. Et je pense qu'il a apporté ce qu'il devait à l'UDAO originelle. Et lorsqu'il s'est décidé de partir, quoi de plus normal que de lui dire merci et de l'accompagner dans ses nouvelles perspectives. Donc cela n'empêche en rien au parti de pouvoir de continuer de marcher correctement. Il y a toute une structure, une organisation qui se tient. Donc pour ça, je ne pense pas que ça ferait l'objet de beaucoup de problèmes. Mais c'est peut-être un petit malaise déjà. Non, je ne pense pas que ce soit un malaise. C'est juste une option qu'il a prise et on le respecte. Ok. L'UDAO... Vous avez dit qu'il est représenté partout en République démocratique du Congo. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Cela veut dire que vous vous préparez déjà en ordre de bataille pour affronter les élections. Non, je pense que c'est ça la logique. Donc, l'idéal d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et de plus en plus, on est en train de mobiliser nos forces, nos troupes, pour permettre à ce que cet idéal, l'objectif que l'on poursuit, soit réellement effectif. Vous briguez quel poste? La représentation de l'UDAO, vous avez une idée? Non, je pense que autant convenable, on va le faire, mais je pense qu'à l'échelle nationale, provinciale et au sommet de l'échelle... Je pense que déjà, les prétentions sont là à tous les niveaux et au moment convenable, je pense qu'on va le dévoiler, mais pour l'instant, on est en train de travailler correctement. Alors, Jean-Michel Pépé Yamungu, l'actualité, c'est aussi, et c'est toujours ces élections, la perspective des élections. La CENI a annoncé que le vote sera semi-électronique. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui, nous avons... La CENI a pris l'option justement de nous proposer cela, mais nous pensons que dans les règles, ceux qui avaient été proposés n'étaient pas celui-là. Et je crois que via l'Eurasop, la position a été claire. Nous pensons que nous devons continuer à respecter ce qui avait été dit préalablement, donc c'est-à-dire que le vote tel que prévu. Et donc voilà. Donc vous ne mettez pas dans le sens de ces Nous ne nous inscrivons pas dans la logique de la CENI. L'actualité, c'est aussi la 72e Assemblée générale des Nations Unies, où le chef de l'État, Joseph Kabila, a prononcé un discours et il a mentionné que le chemin
des élections est irréversible. Est-ce que l'UDAO pense et croit à cette déclaration du chef de l'État? Je crois qu'il y a quelques jours, le président du parti avait déclaré que la logique dans laquelle nous mène le président de la République est sans lendemain. La logique dans laquelle on nous emmène. Donc, de bonne foi, il a dit qu'on est dans le chemin et c'est irréversible. C'est déjà une bonne volonté. Nous pensons que si on analyse le discours qu'il a tenu l'année passée à la même période, nous ne voyons réellement pas de changement. Comprenez? Ce qui fait que, bon, on constate simplement, mais il n'y a réellement pas de... Enfin bref, je donc pense pour l'UDAO, il n'y aura pas élection? Non, vous voulez une chose et son contraire? On ne dit pas qu'il n'y aura pas élection. On dit qu'il y aura élection, mais dans des circonstances nettement plus améliorées. Et c'est quand? Vous le voyez quand? Nous avons, comme le RASOP l'a dit, sous la gouverne du RASOP, nous avons dit qu'un délai de 6 mois, une transition de 6 mois, serait convenable, dans lequel on désignerait à l'unanimité une personnalité de la société civile pour mener à bien cette activité-là. Et là, ça nous fait penser à un autre dialogue, selon votre déclaration maintenant, là. Un troisième dialogue en vue? Je ne pense pas qu'il faille aller de dialogue en dialogue. Qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'on est dans un impasse politique, que faut-il faire pour sortir de cette impasse? Qu'est-ce que l'UDAO peut nous proposer comme solution? Nous avons dit que les politiques de manière générale se retirent, que la société civile prenne le devant pendant une période bien déterminée, et lorsqu'elle aura mené à bien, elle aura mis en place toutes les structures qui permettra à ce que les élections se passent dans un environnement convenable. Mais voilà. Oui, en parlant de toute cette composition, de cette préparation-là, c'est déjà un dialogue. Puisque... Si vous l'entendez dans ce sens-là... Pour vous, c'est quoi? Comment on va tracer le cadre là? Dans quelles circonstances, dans quel cadre ce que vous venez de dire là va se faire, si ce n'est pas un dialogue? Non, je pense que je pense que le dialogue reste permanent. Le dialogue reste permanent, mais que circonscrire dans ce contexte-là, non, nous pensons que... Puisque déjà la Synco est claire, hein? La Synco ne dit pas de troisième dialogue. Madame, je pense que nous, comme on l'a dit, nous restons dans la démarche où il faudrait qu'une personnalité de la société civile récupère prenne les directives pendant ces moments-là, mette en place toutes les structures qui pourraient permettre à ce que les élections se tiennent. Vous appelez ça dialogue, je vous le concède, mais je pense que dès que tous ces éléments seront prêts, nous pourrons permettre d'aller de l'avant. Moi je parle de dialogue, vous parlez de quoi alors? Le cadre là qui va réglementer tout ça, ça sera quoi? Cadre d'échange, dialogue, bon, je pense que... Nous retombons dans la logique du dialogue. Jean-Michel Pépé-Ouabongo, vous êtes venu pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est aussi, qui a défrayé la chronique ces quelques semaines, c'est l'annulation du passeport semi-biométrique. Est-ce que votre parti a une position par rapport à cette déclaration du ministère des Affaires étrangères? Nous l'avons dit, l'UDAO a dit clairement que c'était une violation de droit du citoyen congolais, une violation du droit du citoyen congolais, et que par conséquent le gouvernement ne pouvait pas se réveiller un matin et décider d'annuler pendant que le passeport tire son cours. Cela prouve à suffisance simplement qu'on ne respecte pas, qu'on n'a aucune considération pour ce peuple congolais. Mais on a vu des gens qui sont allés manifester. Est-ce que vous étiez parmi ces personnes? Vous vous opposez, mais vous restez dans votre coin, vous ne manifestez pas? Non, manifester, oui, nous l'avons fait. Il y a plusieurs manières de manifester. Nous l'avons fait sur la toile, nous avons dénoncé ce comportement. Nous l'avons dit, nous avons condamné l'action du gouvernement. Et je pense que les choses sont claires. Le message qu'on a transmis, qu'on a voulu transmettre... Quel message? Que l'État ne pouvait pas se permettre de faire ce qu'il a fait, et que par conséquent, normalement, ce qu'il a fait devait être annulé. Jusque-là, est-ce que vos déclarations ont porté fruit? Je pense que lorsque vous allez sur la toile, et la plupart des personnes qui réagissent là-dessus, vous pouvez vous rendre bien compte. Vous réagissez sur la toile. Est-ce que c'est tous les Congolais qui vont sur la toile? Vous savez bien que tous les Congolais ne sont pas aussi
aussi branché dans les nouvelles technologies. Est-ce que vous avez pensé aux petits Congolais ou vous pensez seulement à cette catégorie des Congolais? C'est pour ça qu'au-delà de ce média-là, voilà, nous avons fait le déplacement pour pouvoir permettre à ceux que, au travers de votre chaîne, que notre voix soit bien portée et qu'elle soit comprise, que nous disons non à ce genre de comportement et que le gouvernement remette le peuple congolais dans ses droits. Elle a des devoirs, elle a des droits aussi. Donc voilà. Donc c'est carrément annuler cette décision. Je pense que c'est la chose la plus simple à faire serait d'annuler la logique, parce que normalement, lorsque pour récupérer les mots de l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères qui disait que ça, déjà sur le plan du droit administratif, l'État est déjà en faute. Exactement, il est passible de poursuites judiciaires. Je vous retrouve tout à l'heure pour conclure cet entretien. Hors de nos frontières au Kenya, l'opposition a dénoncé ce jeudi la volonté du parti au pouvoir d'adopter en urgence des amendements à la loi électorale qui entrerait en vigueur des élections présidentielles du 26 octobre prochain, élection qui sera organisée après par la justice du précédent scrutin. Le parti au pouvoir a déposé ces amendements à la loi électorale qui devraient être examinés en première lecture ce jeudi selon une procédure accélérée, mais l'opposition a claqué la porte des discussions avec la commission électorale en vue d'aplanir les différends entre les deux camps et de préparer l'élection présidentielle du 26 octobre. La Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta face à l'opposant Raila Odinga, citant de nombreuses irrégularités dans la transmission des résultats. Elle avait estimé que l'élection n'était ni transparente ni véritable. Page noire dans ce journal, la corporation journalistique en deuil. Désiré Baéré n'est plus. D'après les membres de sa famille, il a succombé d'un infarctus. Journaliste de carrière, Désiré Baéré a travaillé dans plusieurs médias dont Tropicana FM et Numérica TV. Il a dirigé la direction électorale de l'ONUCI, la mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Après son mandat à l'ONUCI, il retournera au pays pour diriger le centre de ressources pour les médias à Kinshasa. Désiré Baéré est un ancien de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication de la 18e promotion. Peu avant sa mort, il a été chargé du centre d'information électorale, une structure de mise en place de la CENI en collaboration avec le PNUD. Toute la famille Numérica Télévision présente ses condoléances à la famille et à la corporation journalistique. Jean-Michel Pépé, nous allons peut-être conclure cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier pour vos membres de l'UDAO? Non, je pense que la logique dans laquelle nous nous inscrivons, celle d'établir un état de droit dans ce pays, est plus que jamais consolidée. Et nous pensons que cela nous conforte dans notre position. Nous croyons que demain, notre pays notre pays réellement vivra un lendemain meilleur si la population et toutes les parties prenantes qui réellement voudraient voir ce changement s'inscrivaient dans la logique de l'UDAO originelle, qui est un parti réellement qui prône la rupture dans ce que l'on fait. Je pense que demain, nous pouvons compter sur un Congo qui va réellement de l'avant. Voilà, c'était là votre dernier mot et c'est également ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.